Adolf Hitler qualifia ce concept d'hérésie. Une arme pour les lâches, tel fut son verdict, et il interdit personnellement le projet, ordonnant aux ingénieurs de se consacrer à de vrais fusils. Mais il ignorait que ses propres généraux commettraient une fraude d'État pour envoyer secrètement au front une arme qui allait devenir le cauchemar des armées du monde entier. Dans ce film, nous allons vous montrer comment une arme, née du mensonge et du sabotage, a fait croire à l'ennemi à de la magie noire dès son premier combat, et pourquoi ce fusil perdant a en réalité remporté la plus grande victoire de l'histoire, donnant naissance au concept selon lequel plus d'1 milliard de fusils d'assaut ont été créés à ce jour dans le monde entier. Fin de l'année 1944. Les usines du Troisième Reich accomplissaient un miracle de production. Malgré les bombardements incessants, des dizaines de milliers de Sturmgewehr flambant neufs sortaient des chaînes de montage. Le pic de production fut atteint en décembre, plus de 55 000 unités en un mois. La machine tournait à plein régime. Albert Speer pouvait être satisfait. Sur le papier, la puissance de feu de la Wehrmacht augmentait de façon exponentielle. Mais le papier, comme toujours, mentait. C'était une agonie déguisée en efficacité, car en même temps que la production de fusils, une autre industrie, non moins importante, aurait dû croître, la production de munitions. Mais elle ne grandissait pas, elle se mourait. L'usine de munitions près de Magdebourg. Les ouvriers, en 3-8, sous la lueur de lampes de secours blafardes, tentaient de tenir les objectifs. Mais chaque nuit, les bombes pleuvaient du ciel. Les Alliés ne visaient pas un atelier en particulier. Ils effaçaient méthodiquement de la surface de la Terre toute la zone industrielle. Aujourd'hui, l'entrepôt de laiton était bombardé. Demain, la voie ferrée qui acheminait la poudre. Après-demain, la centrale électrique qui alimentait tout le complexe. La production de fusils dépassait celle de leurs munitions. Le déséquilibre devenait catastrophique. Et même les rares convois transportant les précieuses caisses marquées Kurzpatronen n'atteignaient souvent pas le front. Chaque pont, chaque bifurcation était dans le viseur des avions d'attaque. Le jour, les Thunderbolts américains, la nuit, les sorcières de la nuit soviétiques. Le système logistique du Reich, jadis objet d'envie, n'était plus qu'un champ de ruines. Les routes étaient encombrées de colonnes de réfugiés, les rails de carcasses tordues de trains incendiés. Le Sturmgewehr était devenu orphelin. Une arme, née pour le feu nourri, se retrouvait à la portion congrue. Avril 1945, Berlin. Dans les sous-sols de la chancellerie du Reich et sur les barricades faites de débris de meubles, le Volkssturm agonisait. Des vieillards et des enfants, l'ultime réserve du Führer. C'est à eux, les plus désespérés, que l'on donnait les meilleures armes. Un officier, un vétéran grisonnant de la Première Guerre mondiale, distribuait son maigre arsenal. Il avait une section de 30 hommes, et pour tous, 5 Sturmgewehr. Il les confiait à des adolescents de 16 ans, dont les yeux brûlaient d'un feu fanatique. Avec le fusil, il donnait à chacun 2 chargeurs. Seulement 2. 60 cartouches. Il regardait le garçon qui peinait à tenir le lourd fusil d'assaut et souriait amèrement en lui-même. 60 cartouches. À une cadence de tir de 500 coups par minute, cela suffirait pour 3 minutes de combat. Peut-être 4, en tirant par courtes rafales. Et après? Après, cette merveille technologique, ce summum de l'ingénierie, se transformerait en une lourde et coûteuse matraque. On lui avait donné un violon de Stradivarius, mais sans archet. De l'autre côté du front, en Hongrie, les unités d'élite de la SS battant en retraite sous les coups de l'armée rouge faisaient face au même problème. Leur Sturmgewehr était mortel, mais leur létalité durait exactement le temps qu'il y avait de munitions dans les cartouchières. Quand elles venaient à manquer, l'enfer commençait. Les fusils d'assaut dernier cri se transformaient en ferrailles inutiles. Les soldats les jetaient et ramassaient sur les morts de vieilles mais fiables carabines Mauser, pour lesquelles on pouvait encore trouver des munitions. L'effondrement était total. Le problème ne se limitait pas aux munitions. Chaque fusil devait être doté de 6 chargeurs selon les règlements. Mais à cause des bombardements et du chaos, les soldats en recevaient au mieux 3. Cela réduisait encore plus leur efficacité au combat lors d'engagements prolongés. Le pic de production du Sturmgewehr a coïncidé avec le pic de l'effondrement de l'État qui l'avait créé.
Les fusils gisaient dans des entrepôts en Thuringe, à des centaines de kilomètres du front, pendant que les soldats, dans les tranchées près de Vienne ou sur les hauteurs de Seelow, tiraient leurs dernières cartouches avec 1 ou 2 chargeurs. C'était l'ironie suprême de la guerre. L'Allemagne avait créé l'arme parfaite pour une armée de masse, mais au moment où elle l'a créée, elle n'avait plus ni armée de masse, ni les ressources pour la nourrir. Le Sturmgewehr est arrivé à la guerre, alors que la guerre elle-même touchait à sa fin. Il était comme un médecin de génie arrivant au chevet d'un patient déjà décédé. Été 44. Normandie, les haies vives, devenues des labyrinthes mortels. Ici, dans le bocage, la guerre s'était transformée en une série d'escarmouches brèves et brutales. Derrière chaque buisson, à chaque tournant de la route, la mort pouvait attendre. Kurt Kneipp, un panzergrenadier, était allongé au fond d'un cratère d'obus. Sa jambe le brûlait de douleur, un éclat. Sa section était dispersée. Il était seul. Et il était encerclé. Il entendait leurs voix, des paroles en anglais, des Américains. Il ratissait la zone méthodiquement, pas à pas. Il vérifia son Sturmgewehr, un seul chargeur. Et même pas plein, peut-être 20 cartouches. 20 chances qui n'en étaient pas vraiment. Contre une patrouille entière, ce n'était rien. Il pouvait se rendre. Il pouvait attendre qu'ils approchent et accepter la mort dans un combat bref et sans espoir. Mais Kurt était un vétéran. Et il savait quelque chose que les Américains ignoraient. Il ne connaissait pas son arme, mais il connaissait sa réputation. Chez les Alliés, des légendes circulaient déjà sur la tronçonneuse d'Hitler, une arme qui fauchait les hommes comme de l'herbe, une arme dont le son signifiait une mort imminente. Et Kurt décida de ne pas utiliser ses balles. Il décida d'utiliser la peur. Il attendit. Il s'obligea à respirer calmement, ignorant la douleur. Il les entendait approcher. 50 mètres, 40. C'est maintenant. Il se souleva, pointant le canon par-dessus le bord du cratère. Il ne visait pas. Il a simplement pressé la détente, une rafale courte et hargneuse. 3 cartouches. Il vit 2 silhouettes s'effondrer devant lui. Les autres se jetèrent instantanément à terre, se collant au sol. Kurt roula aussitôt de l'autre côté du cratère. Il rampa de quelques mètres, se cachant derrière des buissons. Il tira de nouveau. 2 autres cartouches, dans le vide. Juste pour faire entendre le son depuis un autre point. Les Américains n'avancèrent pas. Ils commencèrent à riposter, arrosant de plomb l'endroit d'où il avait tiré la première fois. Ils se criaient quelque chose. Kurt ne comprenait pas les mots, mais il comprenait leur intonation, la confusion, la prudence. Il pensait être tombé sur un nid de mitrailleuses, sur une position bien fortifiée. Un seul Sturmgewehr, par son son et sa densité de feu, créait l'illusion de la présence d'une section entière. Kurt changea encore de position, rampa un peu plus loin, et tira une autre courte rafale, 2 cartouches, juste le son, juste un rappel de sa présence. Il jouait avec eux, il était le chef d'orchestre de leur peur. Il ne lui restait pas plus de 10 cartouches dans son chargeur, 10 notes dans sa symphonie mortelle, mais leur peur était sa principale munition. Et ce stock était inépuisable. Il entendit un nouveau son, le bruit sourd d'un mortier. Les Américains n'ont pas lancé l'assaut. Ils n'ont pas pris le risque. Pourquoi perdre des hommes en attaquant de front un nid de mitrailleuses? Plus simple de demander un tir de soutien. Les obus commencèrent à tomber. Mais ils tombaient là où il était 10 minutes plus tôt. Ils labouraient un cratère vide, des buissons vides. Et Kurt, à l'abri de ce vacarme, rampait. Lentement, péniblement, perdant conscience à cause de la douleur. Mais il rampait pour s'éloigner, loin de la mort qu'il avait lui-même mise en scène. Il a survécu. Ce n'est pas le déluge de feu qui l'a sauvé. C'est la réputation de ce feu. C'était une nouvelle tactique, la tactique du désespoir, la tactique de la survie. Les soldats, conscients de l'effet psychologique de leur arme, commencèrent à l'utiliser comme un instrument de tromperie. Avec leur dernier chargeur en poche, ils pouvaient faire croire à l'ennemi qu'il avait face à lui toute une armée. Une courte rafale de Sturmgewehr valait plus qu'un long discours de propagandiste. Elle parlait le langage universel de la guerre. « N'approche pas, c'est dangereux ici. » Une arme créée pour l'assaut était devenue l'instrument de défense idéal entre les mains d'un soldat seul et blessé.
Sa légende, qui dépassait ses capacités réelles, devint son dernier et plus fiable bouclier. Kurt Kneip rampait vers un lieu sûr, et son Sturmgewehr, même silencieux, continuait de se battre pour lui, tenant l'ennemi à distance par sa seule réputation. Printemps 1945. Le Reich se débattait dans ses dernières convulsions. Le front n'était plus une ligne sur une carte. C'était devenu une blessure saignante, traversant chaque ville, chaque village. Et dans cette blessure, on jetait les derniers hommes qu'il était encore possible de jeter au combat. Wolfgang Sauer, 17 ans. Un an plus tôt, il défilait dans les parades des jeunesses hitlériennes, chantant des hymnes à la loyauté et au sacrifice. Maintenant, il portait une capote trop grande pour lui et un casque d'acier qui n'arrêtait pas de lui glisser sur les yeux. Des écoliers de la veille, formés à la hâte à tirer au Panzerfaust, étaient lancés pour combler les brèches dans la défense de Berlin. Dans une cave à moitié détruite, qui sentait l'humidité et la peur, on leur distribua des armes. Wolfgang reçut un Sturmgewehr. Il le prit en main et fut stupéfait par son poids. Le fusil d'assaut semblait plus lourd que lui. L'instructeur, un vétéran manchot, dit d'une voix lasse « C'est l'arme du Führer, l'arme de la victoire. Prenez-en soin. » Wolfgang regardait le métal brut, le chargeur incurvé. Il sentait l'odeur de la graisse et de la poudre. C'était l'odeur de la victoire dont on leur avait tant parlé. Il y croyait. Il devait y croire. S'il tirait avec cette arme miracle, l'ennemi prendrait peur et s'enfuirait. Il ne voulait pas mourir. Il voulait juste qu'il parte. Quand un fracas retentit et que la terre trembla sous les explosions proches, on les poussa vers leur position, une barricade faite de tramways et de meubles éventrés. Wolfgang vit des chars émerger du coin de la rue. Anguleux, étrangers, avec des étoiles rouges. Derrière eux, l'infanterie courait. Il pressa la crosse contre son épaule décharnée. La première fois qu'il tira, il faillit être projeté à terre. Le recul était puissant et la détonation assourdissante. Mais la peur s'était envolée. Il maintint la détente pressée. Il ne visait pas. Il tirait simplement en direction des silhouettes qui avançaient. Il ne savait pas s'il avait touché quelqu'un. Il voulait juste créer un mur de feu. Un mur qui le protégerait. À quelques centaines de mètres de lui, abrité derrière la carcasse d'un camion calciné, se trouvait un sergent soviétique. Un soldat expérimenté qui avait combattu de Stalingrad à Berlin. Il jeta un œil pour évaluer la situation. « Regarde, » dit-il au jeune soldat à côté de lui, encore un gamin avec un nouveau joujou. Il voyait avec quelle maladresse l'adolescent maniait l'arme, comment le recul le secouait, comment il tirait de longues rafales insensées, vidant tout son chargeur dans le vide. Le sergent eut pitié de lui. Ce n'était qu'un enfant à qui on avait mis un uniforme et donné un jouet bien trop compliqué pour lui. Mais un ordre est un ordre. Par le flanc gauche, commanda-t-il, prenez-le. Ce miracle technologique, entre les mains d'un gamin sans formation et mort de peur, se transformait en un simple morceau de ferraille. Il ne pouvait remplacer l'expérience, ni la formation tactique, ni la volonté de vivre qui animait les attaquants et que les défenseurs n'avaient plus. Le Sturmgewehr, conçu comme l'arme des groupes d'assaut d'élite, des professionnels de la guerre, était devenu la dernière planche de salut pour un régime qui se noyait. On le distribuait en masse aux vieillards du Volkssturm, qui peinaient à le soulever, et aux adolescents des jeunesses hitlériennes, qui n'en comprenaient pas l'essence. C'était le plus tragique des paradoxes. L'arme la plus parfaite du Reich se retrouvait entre les mains de ses plus faibles défenseurs. Elle avait été créée pour la victoire, mais elle devint le symbole de l'agonie. Elle devait inspirer la terreur à l'ennemi, mais dans les mains de ses enfants et de ses vieillards, elle n'inspirait que de la pitié. 2 jours plus tard, Wolfgang Sauer fut fait prisonnier. Il n'avait plus de munitions et ses camarades avaient été tués. Quand un soldat russe lui arracha son Sturmgewehr, Wolfgang se mit à pleurer. Il ne pleurait pas de peur de la captivité. Il pleurait parce qu'il avait perdu l'arme du Führer. Il croyait encore au miracle. Mais il n'y a pas de miracle à la guerre. Il n'y a que le calcul froid, l'expérience et l'acier. Et au printemps 1945, les adversaires de l'Allemagne avaient tout cela en quantité infiniment plus grande. Le Sturmgewehr était devenu l'arme des condamnés.
le dernier geste insensé d'un régime prêt à sacrifier jusqu'à ses propres enfants en leur mettant entre les mains le symbole d'un espoir déçu. Mai 45. La guerre en Europe est terminée. Sur les ruines de Berlin flotte le drapeau rouge. Les champs de bataille, qui étaient un enfer il y a peu, se sont tus. Et sur ces champs, les vainqueurs récoltaient leur butin. Des milliers de Sturmgewehr devinrent des trophées. Les soldats américains examinaient avec curiosité cette arme étrange, se prenaient en photo avec et l'envoyaient chez eux comme souvenir. Les soldats soviétiques les rassemblaient de manière plus méthodique. Pour eux, ce n'était pas un simple souvenir. C'était un précieux document militaire et technique. L'arme qui leur avait causé tant de problèmes gisait maintenant par piles dans les points de collecte. On l'étudiait, on la testait, on la comparait à la leur. Mais le trophée principal était encore à venir. Un trophée de chair et de sang. La ville de Suhl en Thuringe, la capitale armurière de l'Allemagne. C'est ici, dans les usines de la firme Henel, là où le Sturmgewehr était né, qu'arrivèrent des hommes en uniforme d'officier du NKVD. Ce qui les intéressait, ce n'étaient pas les machines ou les plans. C'était le cerveau qui avait créé tout cela. Hugo Schmeisser n'essaya pas de fuir à l'ouest, comme Werner von Braun avec ses ingénieurs en fusée. Il resta dans sa maison, au milieu de ses papiers, tel un capitaine qui n'abandonne pas son navire en train de couler. Il n'était plus le génie du Reich vaincu. Il était un atout, une ressource intellectuelle de la plus haute valeur. L'invitation était polie, mais n'impliquait aucun refus. Un officier soviétique, qui parlait un allemand parfait, expliqua à Herr Schmeisser que son expérience dans le domaine des armes automatiques et, point particulièrement important, dans les technologies d'emboutissage à froid, présentait un immense intérêt pour l'industrie soviétique. On lui proposa de continuer son travail. En Union soviétique. Pour Schmeisser, c'était la fin de son monde. Son pays était en ruine. Sa création ne l'avait pas sauvé. Son nom, autrefois célèbre dans le monde entier, n'était plus qu'une ligne sur une liste de spécialistes destinés à être assimilés. Il était devenu un trophée, au même titre que ses fusils d'assaut. Lui, sa famille et un groupe d'autres ingénieurs allemands entamèrent un long voyage vers l'Est, vers une ville dont ils n'avaient jamais entendu parler. Ijevsk. Là-bas, dans l'Oural, dans l'usine même où le travail sur un nouveau fusil d'assaut soviétique battait déjà son plein, le génie allemand allait devoir partager ses secrets. Il ne fut pas jeté dans un camp. On lui créa des conditions de vie confortables, on lui donna un bon salaire. Mais il était dans une cage dorée. Pour l'officier soviétique qui supervisait son déménagement, c'était parfaitement clair. Cet homme était une clé. La clé d'une nouvelle génération d'armes. Son expérience pratique de l'emboutissage pouvait faire économiser des années de recherche et d'erreurs aux ingénieurs soviétiques. Pendant que les Américains créeraient leurs nouveaux fusils à partir de blocs d'acier massifs, à l'ancienne, les Russes, avec l'aide du savoir-faire allemand, miseraient sur le faible coût et la production de masse. Hugo Schmeisser arriva à Ijevsk. Il vit les prototypes du fusil d'assaut de Kalachnikov. Il conseilla les ingénieurs. Les débats sur l'ampleur de sa contribution ne cesseront jamais. Kalachnikov lui-même a toujours dit que l'Allemand avait seulement aidé à mettre au point la technologie de production, mais n'avait rien à voir avec la conception. Et c'est, très probablement, la vérité. Les mécanismes internes de l'AK et du Sturmgewehr sont complètement différents, mais le concept lui-même, l'idée elle-même, était déjà un trophée. L'Union soviétique n'avait pas capturé des plans. Elle avait capturé une idée prouvée sur le champ de bataille. L'avenir appartenait aux fusils d'assaut à cartouches intermédiaires, fabriqués en acier embouti. Schmeisser passa 7 ans à Ijevsk. 7 ans à transmettre son expérience à ceux contre qui son arme avait été créée. En 1952, on l'autorisa à rentrer en Allemagne, en RDA. 1 an plus tard, il mourait, brisé et oublié. Son destin devint le reflet du destin de sa création. Le Sturmgewehr non plus ne disparut pas. Des milliers de fusils saisis entrèrent en service dans les armées d'autres pays. En Yougoslavie, on en équipa les parachutistes. En Tchécoslovaquie, on les étudia attentivement.
Et, en Allemagne de l'Est, la patrie de Schmeisser, ils devinrent l'arme principale de l'armée nationale populaire et servirent jusqu'au début des années 60 avant d'être définitivement remplacés par le fusil d'assaut Kalachnikov. Le trophée du vainqueur continuait de vivre, mais sous d'autres drapeaux. Son esprit conceptuel, son âme technologique avaient été capturés et assimilés. Vaincu à la guerre, il préparait sa victoire posthume, la victoire de l'idée sur la matière. La guerre était terminée, mais ses leçons restaient encore à apprendre. En Union soviétique, les rapports du renseignement et les interrogatoires de prisonniers concernant le Sturmgewehr ne furent pas classés sans suite. Au contraire, ils devinrent un catalyseur. Le concept de cartouche intermédiaire fut reconnu comme la seule et unique voie à suivre. Tout le potentiel industriel et intellectuel fut mobilisé pour créer une arme de cette classe qui soit propre au pays et encore plus parfaite. L'expérience allemande, payée par le sang des soldats soviétiques, fut minutieusement analysée et prise en compte. De l'autre côté du nouveau rideau de fer, une toute autre atmosphère régnait. Dans les bureaux du Pentagone, les rapports du renseignement américain sur le fusil d'assaut allemand étaient également lus. On les lisait, on fronçait les sourcils, mais on en tirait des conclusions diamétralement opposées. Un général américain, vétéran des combats en Europe, frappait de l'articulation de ses doigts une carte du monde. Il pensait en termes globaux. Les guerres futures, lui semblait-il, se dérouleraient dans les vastes étendues de l'Europe, à longue distance, là où la précision et la puissance du tir seraient des facteurs décisifs. Nos soldats doivent être capables d'atteindre une cible à 600 yards, disait-il. C'est la base de l'instruction au tir, c'est notre standard. Le concept du Sturmgewehr lui paraissait un dangereux compromis. Une cartouche intermédiaire, c'est pour les armées de masse, mal entraînées, qui l'emportent non par la compétence, mais par le nombre, qui inondent l'ennemi d'un déluge de plomb dans l'espoir d'un tir au but chanceux. Or, le soldat américain est un professionnel. Il a besoin de puissance. Il a besoin d'un fusil capable de percer un abri léger et d'arrêter l'ennemi d'une seule balle. La terreur qu'avaient connue ces soldats dans les Ardennes était oubliée. On l'attribua à l'effet de surprise, au mauvais temps, aux conditions spécifiques du combat en forêt. Ce fut considéré comme un cas particulier et non une leçon systémique. Les conclusions de l'officier du renseignement, qui, dès 1944, écrivait sur la zone de supériorité de feu totale des Allemands, furent ignorées. Ces avertissements froids et mesurés ne restèrent que quelques lignes dans un dossier d'archives. Les stratèges les regardaient avec l'arrogance des vainqueurs. Pourquoi apprendre des perdants? Nous avons gagné avec notre fusil M1 Garand. Donc, notre doctrine est la bonne. Et l'Amérique, suivie par l'ensemble du bloc de l'OTAN, fit le pari d'une cartouche de fusil pleine puissance, la 7,62 par 51 mm. C'est pour elle que furent créés les nouveaux fusils de combat, le M14 aux États-Unis, le FN FAL en Belgique, le G3 en Allemagne. Des armes superbes, précises, puissantes et totalement inadaptées à la réalité qui s'était déjà installée. Ce fut une erreur stratégique colossale. Les généraux occidentaux se préparaient pour un remake de la Seconde Guerre mondiale. Mais le monde était déjà au seuil de guerre d'un nouveau type, des conflits locaux, des guérillas dans les jungles et les villes, là où la distance de combat dépassait rarement les 100 mètres, où la densité du feu automatique était plus importante que la précision d'un tireur d'élite. Tandis que les soldats américains trimbalaient de lourds fusils avec des chargeurs de 20 cartouches dont le recul rendait le tir automatique pratiquement inutile, de l'autre côté du monde, l'industrie soviétique produisait par millions le fusil d'assaut Kalachnikov, léger, fiable, avec un chargeur de 30 cartouches, l'arme idéale pour les guerres qui allaient définir la seconde moitié du 20e siècle. Le pacte de Varsovie obtint un avantage considérable en matière de doctrine d'infanterie. Un avantage qui dura près de 15 ans. L'ironie de l'histoire était cruelle. Les créateurs du Sturmgewehr avaient perdu la guerre, mais leur principal adversaire à l'Est avait immédiatement assimilé leurs leçons révolutionnaires, tandis que leurs adversaires à l'Ouest, les vainqueurs, l'avaient rejeté avec arrogance. Il leur faudrait encore payer pour cette arrogance. Payer de leur sang dans les marais et les jungles du Vietnam.
C'est là, face à des milliers de partisans armés de légers et efficaces AK-47, que l'armée américaine prendra conscience de son erreur, dans la panique. Et c'est dans la hâte qu'elle commencera à se rééquiper avec son propre fusil d'assaut à cartouche intermédiaire, le M16. Mais cela viendra plus tard. Pour l'heure, dans les années 50, la leçon du Sturmgewehr fut ignorée. Les vainqueurs avaient décidé qu'ils n'avaient rien à apprendre. Et par là même, ils cédèrent volontairement l'avenir de l'armement léger à ceux qui s'étaient montrés de meilleurs élèves. Avec le temps, la rouille rongeait le métal. Les derniers Sturmgewehr finissaient leur jour dans les entrepôts d'armées de second rang, laissant progressivement la place à des modèles plus modernes. Il semblait que l'histoire de cette arme, née dans le feu et l'agonie, touchait à sa fin. Le fusil, qui n'avait pas réussi à sauver son créateur, était condamné à n'être qu'une note de bas de page dans les manuels d'histoire militaire. Une pièce de musée. Mais la mort physique de l'arme ne signifiait pas la mort de son âme. Le fantôme du Sturmgewehr n'avait pas disparu. Il avait simplement changé d'apparence. Son concept, son idée immortelle, s'échappa de sa prison d'acier estampé et entama sa marche triomphale à travers la planète. Sa première incarnation fut le fusil d'assaut Kalachnikov. Ce n'était pas une copie. C'était un héritier. Il reprit à son ancêtre allemand l'essence même, un fusil d'assaut de masse utilisant une cartouche intermédiaire, peu coûteux à produire et simple d'utilisation. Les ingénieurs soviétiques poussèrent cette idée à son paroxysme, créant une arme si fiable qu'elle devint une référence. Et avec cette arme en main, les armées et les rebelles du monde entier commencèrent à se battre d'une nouvelle manière. Selon les règles écrites par les ingénieurs de Hugo Schmeisser dans le lointain 42. Puis, avec 15 ans de retard, la leçon fut également apprise en Occident. Confrontée à la réalité dans les jungles du Vietnam, l'armée américaine fut contrainte de reconnaître la justesse du concept allemand. C'est ainsi que naquit le fusil M16. Un design différent, des matériaux différents, une cartouche différente. Mais à sa base reposait la même idée, donner à chaque soldat une arme automatique légère, efficace à des distances de combat moyennes. Le Sturmgewehr avait atteint son but. Il avait forcé les deux superpuissances à adopter sa doctrine, et aujourd'hui, des décennies plus tard, son héritage est partout. Chaque soldat sur la planète, du membre des forces spéciales américaines en Afghanistan aux rebelles dans la savane africaine, tient entre ses mains un descendant du Sturmgewehr 44. Les formes changent, les calibres évoluent, mais l'essence reste la même. Le concept du fusil d'assaut est devenu la norme mondiale. Incontestable, la seule possible. Regardez n'importe quel fantassin de n'importe quelle armée du monde. Il n'est armé ni d'un puissant fusil à longue portée, ni d'un pistolet mitrailleur compact. Il est armé de leur hybride, de leur compromis, de leur synthèse géniale. Il est armé de l'idée du Sturmgewehr. Le capitaine britannique Lionel West, qui près d'Arnhem en 1944 ne comprenait pas d'où les Allemands sortaient tant de mitrailleuses, vécut jusqu'à un âge avancé. Et il vit à la télévision les images des guerres en Corée, au Vietnam, au Moyen-Orient. Et il vit que ce mur de feu, qui lui avait semblé autrefois une invention diabolique des SS, était devenu une banalité. C'est ainsi que tout le monde se battait désormais. Le grenadier allemand Hans Richter, qui, au pied d'une colline anonyme sur le front de l'Est, avait pour la première fois ressenti le sentiment enivrant de puissance, survécu. Et il sut que ce sentiment qu'il avait éprouvé n'était pas mort avec le Troisième Reich. Il avait simplement changé de drapeau. Il avait été transmis en héritage à des millions d'autres soldats qui n'entendraient jamais son nom. Le Sturmgewehr 44 n'a pas gagné la guerre. Il n'a pas sauvé le régime nazi. Il était arrivé trop tard à sa propre bataille. Mais il a gagné le futur. Il a perdu tactiquement, mais a remporté une victoire conceptuelle écrasante. Ce n'est pas l'histoire d'une arme qui a perdu. C'est l'histoire de la façon dont une armée vaincue a donné au monde une arme qui a changé à jamais le visage de la guerre. Et c'est là que réside son principal et tragique paradoxe. Une arme née du mensonge, nourrie par le désespoir et enterrée sous les décombres d'un empire, a atteint l'immortalité. Son corps est tombé en poussière, mais son esprit continue de vivre, dans chaque fusil d'assaut, sur chaque champ de bataille. Jusqu'à ce jour. Année 1945. La ville de Sul.
Le cœur de l'industrie de l'armement allemande est en ruine. Au milieu des décombres se tient un homme dont le nom fut autrefois synonyme de puissance, Hugo Schmeisser. Un génie, un concepteur, et maintenant le principal trophée du Reich déchu. Son pays est détruit. Sa dernière création, l'arme qui devait être l'espoir, ne l'a pas sauvé. Désormais, il est lui-même devenu une proie. Des hommes polis en uniforme étranger ne posent pas de questions. Ils invitent. Ses connaissances, son expérience, toute sa vie consacrée au métal et à la poudre serviront ceux contre qui il a créé ses armes. Pour lui, la guerre n'est pas finie. Elle a simplement changé de champ de bataille, passant des tranchées à une planche à dessin dans un pays étranger. Mais quelques années plus tôt, tout était différent. À l'époque, dans les ateliers de la firme Enel, l'air n'était pas électrisé par le désespoir, mais par l'anticipation. Ici, sous la direction de Schmeisser, l'avenir naissait. Il voyait ce que les généraux ne voyaient pas. Il comprenait le mensonge fondamental de la guerre moderne. Le fantassin était déchiré en deux. Dans ses mains, il tenait soit la carabine Mauser, une arme puissante, précise, mais lente, née dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Un tir. Réarmé. Un autre tir. Idéal pour un duel à 800 mètres. Mais les combats ne se déroulaient plus à de telles distances. Soit le soldat avait un pistolet mitrailleur MP40, une rafale de feu, un mur de plomb balayant tout à 100 mètres, mais au-delà de cette ligne, il devenait inutile. Entre 100 et 400 mètres s'étendait une zone morte, l'espace où se déroulaient 80% de tous les échanges de tirs. Et dans cette zone, un seul dieu régnait, la mitrailleuse. Le soldat ordinaire n'y était qu'une cible ou un spectateur. Schmeisser décida de commettre une hérésie. Il décida de donner le pouvoir sur cette zone à chaque soldat. Son idée était simple et géniale. Le problème ne venait pas du fusil, mais de la cartouche. La puissante cartouche de fusil était excessive. Elle portait à 2 km, alors que le soldat voyait l'ennemi, au mieux, à 400 mètres. Cette puissance superflue rendait le tir automatique d'une arme individuelle incontrôlable. Schmeisser proposa un compromis, créer une cartouche plus courte, plus légère, avec une charge de poudre réduite, une cartouche plus faible que celle d'un fusil, mais bien plus puissante que celle d'un pistolet. La cartouche intermédiaire, et pour elle, une arme entièrement nouvelle. Les industriels du Reich se tapaient l'index sur la tempe. C'était de la folie. La base de l'arme, le canon et le boîtier de culasse avaient toujours été usinés à partir de blocs d'acier de la meilleure qualité. C'était la tradition, une garantie de qualité. Schmeisser, lui, proposait de les fabriquer à partir de tôle, par estampage à froid, comme des ustensiles de cuisine. Pour eux, c'était un sacrilège. Bon marché, peu fiable, risqué. Dans les conditions d'une guerre totale, on ne pouvait pas se permettre un échec. Mais Schmeisser et ses ingénieurs voyaient les choses différemment. L'estampage signifiait rapidité. Coût réduit, production de masse. La production d'un fusil nécessitait 14 heures-hommes contre 20 pour l'ancienne carabine. Il fallait près d'un tiers de métal en moins, une ressource rare. Le ministre de l'armement du Reich, Albert Speer, pragmatique et technocrate, soutint le projet. Il n'y voyait pas une horreur estampée, mais l'unique possibilité d'augmenter rapidement et à bas coût la puissance de feu de l'infanterie. Et c'est ainsi qu'en 1942, le prototype fut prêt. Le Maschinenkarabiner 42. Il n'était pas élégant, soudure grossière, formes anguleuses. Il ne ressemblait pas à une arme noble, il ressemblait à un outil, l'outil parfait pour tuer. Quand Hugo Schmeisser le prenait en main, il ne sentait pas la froideur du métal. Il sentait le pouls d'une nouvelle ère. Piston à gaz à longue course, verrouillage par basculement de la culasse, chargeur de 30 cartouches, possibilité de tirer en coup par coup ou en rafale. Dans ce morceau d'acier estampé vivait son rêve. Le rêve d'un soldat qui ne serait plus une victime, d'un soldat qui deviendrait lui-même une équipe de mitrailleurs. Il était convaincu de créer l'arme de la victoire, une arme qui changerait les règles de la guerre. Il ne savait pas que sa création était née trop tard et que sa véritable vie, immortelle, ne commencerait qu'après que les drapeaux de son pays aient été jetés dans la boue.
Dans la salle, imprégnée de l'odeur du cigare et du cuir cher, l'avenir reposait sur une table de velours. Des ingénieurs aux yeux brillants présentèrent leur création au haut commandement. Ils parlaient de supériorité tactique, d'économie de ressources, d'une nouvelle ère du combat d'infanterie. Ils croyaient que la logique et les chiffres étaient irréfutables, que quiconque verrait ce fusil d'assaut comprendrait que c'était une révolution. Mais ils parlaient à des fantômes du passé. Les généraux, dont la gloire s'était forgée dans de fulgurantes percées de blindés, regardèrent l'acier estampé avec un mépris à peine dissimulé. Où était la noblesse des pièces usinées? Où était l'élégance d'une arme classique? Cela ressemblait à un bricolage fait avec un tuyau de gouttière. Mais l'avis d'un seul homme était décisif. Adolf Hitler, vétéran des tranchées de la Première Guerre mondiale. Un homme pour qui l'image du soldat était gravée dans le granit de ses propres souvenirs. Il ne voyait pas une arme, il voyait une hérésie. Le soldat, selon sa conviction, devait être un tireur. Précis, discipliné, élevé dans la doctrine du tir juste de la carabine Mauser. Chaque cartouche devait atteindre sa cible. C'était une philosophie née des combats de position, où le prix de l'erreur était élevé et les munitions limitées. Et ça, c'était une arme de panique. Une arme pour les lâches qui ne savent pas viser et se contentent d'arroser tout ce qui les entoure de plomb dans l'espoir d'un coup au but chanceux. Il y voyait non pas un progrès, mais une dégradation de l'esprit guerrier. Les partisans du projet, comme Albert Speer, tentèrent de s'y opposer. Ils parlaient le langage des chiffres, que le nouveau fusil était bon marché, qu'il économisait de précieuses heures hommes, qu'il donnait aux soldats un outil pour combattre aux distances où se déroulait la majorité des affrontements, que le Führer pensait avec les catégories du passé. Mais Hitler n'écoutait que lui-même. Il voyait dans cette nouvelle arme une menace d'un autre ordre, logistique. Sur le front, il y avait déjà 3 types principaux de munitions pour l'infanterie. Celle de fusil, celle de pistolet, celle de gros calibre pour les fusils anti-chars. L'introduction d'une 4e, la toute nouvelle cartouche Kurz, lui paraissait une folie. Cela signifiait de nouvelles lignes de production, de nouvelles caisses, un nouveau casse-tête pour un système de ravitaillement qui craquait déjà de toutes parts sous les coups de l'aviation alliée et des sabotages des partisans. Pourquoi créer le chaos pour une arme à la valeur idéologique douteuse? Il ne comprenait pas, ou ne voulait pas comprendre, que le tissu même de la guerre avait changé, que les duels de tir classiques avaient cédé la place à des affrontements furieux et brefs dans les ruines des villes et les forêts denses, où ce qui comptait n'était pas la précision d'un seul tir, mais la densité du feu dans la seconde qui suivait. Son verdict fut bref et absolu. Annuler le projet, cesser tous les travaux, allouer les ressources à la production des carabines Carabiner 98 éprouvées et des mitrailleuses MG42. Il ne voulait pas de compromis. Il voulait soit la précision d'un sniper, soit le feu d'ouragan d'une mitrailleuse. Rien entre les deux. Pour les ingénieurs et les officiers visionnaires, c'était une condamnation. Pas celle de l'arme, celle du bon sens. Ils regardèrent leur avenir, leur espoir durement acquis, être retiré de la table. Ils voyaient des milliers de vies de leurs soldats être sacrifiées à un dogme obsolète. Un temps précieux, qu'on ne pouvait plus rattraper, leur filait entre les doigts. L'espoir de l'ingénieur s'était heurté à la volonté du dictateur. Et la volonté du dictateur l'avait emporté. Le projet était mort, tué d'un seul mot. Du moins, c'est ce que tout le monde pensait. Dans les couloirs de la direction de l'armement de la Wehrmacht, le silence régnait. Mais c'était le silence d'un complot. L'ordre du Führer était la loi. Lui désobéir revenait à signer son propre arrêt de mort. Le projet de fusil d'assaut avait été officiellement enterré. Tous les plans, tous les prototypes devaient partir aux archives, se couvrir de la poussière de l'oubli. Mais il y avait des hommes qui voyaient la réalité non pas depuis un bunker en Prusse orientale, mais depuis la boue sanglante du front de l'Est. Des officiers qui lisaient les rapports. Des ingénieurs qui comprenaient la logique du combat. Ils le savaient, Hitler avait commis une erreur catastrophique, une erreur qui allait coûter des centaines de milliers de vies, et ils décidèrent de faire l'impensable, de commettre une falsification d'État, de tromper directement le commandant en chef suprême. Ce n'était pas une rébellion,
C'était un acte de patriotisme désespéré. Il ne remettait pas en question le pouvoir du Führer. Il remettait en question sa compétence sur un sujet dont dépendait la survie du simple soldat. Le plan était audacieux dans sa simplicité. Si le Führer détestait le nouveau fusil, mais aimait les pistolets mitrailleurs, alors il fallait lui donner un pistolet mitrailleur. Au moins, sur le papier, les conspirateurs lancèrent leur jeu. Ils prirent le projet classé Maschinenkarabiner et le renommèrent tout simplement. Le nouveau nom était un chef-d'œuvre de mimétisme bureaucratique. MP-43, machine pistole, pistolet mitrailleur modèle 43. Pour n'importe quel contrôleur de la chancellerie du parti, tout semblait logique. Il y avait le fameux MP-40. Donc, le MP-43 n'était que sa dernière modernisation. Une forme légèrement différente, une autre crosse. Des détails insignifiants. Personne n'irait vérifier le type de munition ou le principe de fonctionnement du mécanisme automatique. L'essentiel, c'était le nom. C'était la couverture parfaite. Sous cette nouvelle enseigne, le projet Fantôme reprit vie. Les machines-outils ne furent pas arrêtées, la production ne cessa pas. Elle entra simplement dans l'ombre. Désormais, au lieu d'un fusil révolutionnaire, les usines de Suhl et d'Erfurt produisaient officiellement un pistolet mitrailleur amélioré. Le risque était colossal. Ce n'était pas une simple négligence professionnelle. C'était de la haute trahison. Si la supercherie était découverte, des têtes tomberaient. La Gestapo ne posait pas de questions superflues. Mais le frisson du risque était trop fort. Chaque nouvelle arme automatique sortie de la chaîne de montage sous un faux nom était une petite victoire sur l'entêtement du dictateur. Ils comprenaient que cela ne pourrait pas durer éternellement. Leur but n'était pas seulement de produire une arme en secret. Leur but était de prouver sa valeur là où les ordres et les dogmes n'ont plus cours. Sur le champ de bataille, il fallait envoyer le premier lot au front le plus vite possible, au cœur de la fournaise, et en obtenir des retours. Pas des généraux, des lieutenants et des sergents, de ceux qui regardent l'ennemi dans les yeux. Les conspirateurs en étaient convaincus. Si les rapports de combat prouvaient l'efficacité stupéfiante de l'arme, même le Führer ne pourrait nier l'évidence. La victoire sur le champ de bataille devait devenir leur alibi, leur seule justification. Ainsi, sous le couvert du mensonge et d'une ruse bureaucratique, des milliers de MP-43 flambant neufs se préparaient à être expédiés. Chaque caisse, marquée d'une innocente abréviation, était une bombe à retardement placée sous les fondations de la doctrine militaire du Troisième Reich. Personne ne savait ce qui se passerait quand cette bombe exploserait, mais tous les participants au complot comprenaient une chose. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Ils avaient mis en jeu leur carrière et leur vie pour une arme en laquelle ils croyaient plus qu'en la sagesse de leur chef. 1943. Le front de l'Est, une terre infinie, calcinée, imprégnée de sang et de haine. Ici, dans l'enfer de la guerre de position, l'homme n'avait que deux rôles, tuer ou être tué. Hans Richter, grenadier, était allongé dans une tranchée peu profonde, au pied d'une colline sans nom. La terre tremblait sous les explosions proches. Un hurlement lourd flottait dans l'air. Les Russes repartaient à l'attaque. Il serrait dans ses mains sa nouvelle arme, lourde, anguleuse, différente du Mauser habituel et élégant. On l'appelait le MP-43. On leur avait dit que c'était un nouveau pistolet mitrailleur. Mais Hans le sentait, c'était autre chose. Il se souvenait de ses précédentes attaques. Tu tires une fois, tu réarmes frénétiquement la culasse, éjectant la douille brûlante. Tu essaies de prendre la silhouette suivante dans ton viseur. Encore un tir, et eux, ils continuent d'avancer, par vagues. Et ce sentiment d'impuissance, la peur poisseuse d'un condamné à mort qui essaie de vider la mer avec un dé à coudre. Mais aujourd'hui, tout était différent. Quand la première vague de l'infanterie soviétique s'est levée de ses tranchées et a déferlé sur le champ, Hans n'a pas visé un seul homme. Il a basculé le sélecteur de tir en mode automatique, a calé la crosse contre son épaule et a appuyé sur la détente. L'arme a pris vie. Elle ne l'a pas rué dans l'épaule avec la méchanceté d'un fusil. Elle s'est mise à trembler, à gronder de manière régulière, puissante, contrôlée. Un grondement sourd, méthodique, qui ne ressemblait à rien de ce qu'il avait entendu auparavant. Il a simplement balayé avec son canon de gauche à droite par courtes rafales de 3 ou 4 cartouches. Et il a vu un miracle.
Les silhouettes devant lui tombaient. Pas une, pas deux. Elles tombaient comme de l'herbe fauchée. À une distance de 300, de 400 mètres, là où sa vieille carabine lui donnait une seule chance, cette arme lui en donnait des dizaines. Là où le pistolet mitrailleur était impuissant, elle semait la mort. La peur avait disparu. À sa place, un sentiment enivrant et sombre était né. Un sentiment de pouvoir. Il n'était plus une cible, il était un prédateur. À lui seul, il en valait 10. Il ne vidait plus la mer. Il était un mur de feu contre lequel les vagues se brisaient. Au même instant, à quelques centaines de mètres de lui, de l'autre côté du No Man's Land, un lieutenant de l'armée rouge tentait de mener ses hommes à l'assaut. Et il ne comprenait pas ce qui se passait. Il était habitué à la tactique allemande. D'abord, le tir de la mitrailleuse MG-42, sa terrible tronçonneuse d'Hitler. Mais on peut la repérer, la neutraliser au mortier. Ensuite, les pistolets mitrailleurs crépitent, mais leur tir n'est pas dangereux au-delà de 150 mètres. Quant aux fusils, les fusils, ce sont des piqûres isolées dont on peut s'abriter dans un cratère d'obus. Mais ce qui se passait maintenant était inimaginable. Le feu était dense, presque comme celui d'une mitrailleuse. Mais il ne venait pas d'un seul point. Il venait de partout, de chaque tranchée allemande. Des dizaines, des centaines de rafales s'abattaient sur ces hommes à une distance où seuls les fusils auraient dû pouvoir tirer. Comment? D'où sortait-il autant de fusils mitrailleurs? Ce n'était pas une attaque, c'était un massacre. Les soldats tombaient avant même d'avoir atteint le milieu du champ. Ils ne pouvaient pas lever la tête. Ils étaient cloués au sol par une pluie de plomb qui semblait venir de chaque buisson, de chaque trou. Le lieutenant hurlait dans le combiné du téléphone de campagne « Tire! Tirs automatiques nourris! Ils ont de nouvelles mitrailleuses, chaque fantassin en a une. Nous ne pouvons pas avancer. Je répète, nous ne pouvons pas avancer. » L'attaque s'était enlisée. Le soir, dans un silence seulement troublé par les gémissements des blessés, Hans Richter nettoyait sa nouvelle arme. Il la regardait avec un respect superstitieux. Cet acier brut, embouti, lui avait sauvé la vie. Elle lui avait donné ce dont un soldat rêve plus que tout au monde. Une chance. Le baptême du feu avait eu lieu. Et des deux côtés du front, une nouvelle connaissance était née. Pour les uns, c'était la connaissance d'une force nouvelle. Pour les autres, la connaissance d'une nouvelle horreur, inexplicable. Son nom, le MP-43, l'arme qui, officiellement, n'existait pas. Dans les bunkers d'état-major de l'armée rouge, la perplexité grandissait, virant à l'inquiétude. Sur les tables des commandants s'empilaient des rapports qui se ressemblaient tous. Des rapports où, à travers le langage aride des communiqués militaires, transparaissait une horreur non dissimulée. Les groupes de reconnaissance, de retour de l'autre côté de la ligne de front, rapportaient des choses étranges. Les prisonniers allemands capturés dans les tranchées étaient de plus en plus souvent armés, non pas de carabines ou de pistolets mitrailleurs, mais d'un entre-deux. Une arme dotée d'un long chargeur incurvé, semblable à un hybride entre un fusil et une arme automatique. Mais c'étaient les rapports du front qui semaient une véritable panique. Les commandants de compagnie et de bataillon décrivaient des combats qui défiaient toute la science militaire. L'ennemi a stoppé l'offensive avec les forces d'une seule section. Un peloton a été cloué au sol par des tirs provenant d'une unique tranchée. Tentative d'assaut déjouée par un feu nourri à une distance de 3 à 400 mètres, menée vraisemblablement non pas par des équipes de mitrailleurs, mais par des tireurs isolés. C'était impossible. Cela brisait tous les schémas tactiques. Une section d'infanterie, armée de fusils Mosin et d'un seul fusil mitrailleur Degtyarev, ne pouvait pas résister à un tel feu. Pour créer une telle densité de tirs, il aurait fallu que chaque soldat allemand ait une mitrailleuse entre les mains. Et c'était absurde. Mais les faits étaient têtus. Et le fait le plus terrible, c'étaient les pertes. Ivan Smirnov, commandant de compagnie, n'oublierait jamais ce combat pour un minuscule hameau. À la lisière se trouvait un hangar en pierre, transformé par les Allemands en blockhouse, une casemate. De là provenait le feu. Ininterrompu, précis. Par 3 fois, sa compagnie était montée à l'assaut. Et par 3 fois, elle avait reflué, laissant derrière elle des dizaines de morts et de blessés sur la terre gelée. Smirnov en était certain. Une équipe de MG-42 était postée à l'intérieur. Il avait entendu ce son des milliers de fois.
Mais quelque chose clochait. Le son était différent. Plus sourd, moins hystérique que celui de la scie Hitler. Et les rafales étaient plus courtes, comme si le mitrailleur économisait ses munitions. Ils firent appel à l'artillerie. Après plusieurs tirs au but d'un canon de 45 mm, le hangar se tut. Quand les hommes de Smirnov firent irruption, ils se figèrent. Parmi les débris de briques et les poutres fumantes gisait un corps, un seul soldat allemand. Et à côté de lui, ce même fusil étrange et courbé. Un seul homme, une seule arme automatique. Pendant 3 heures, il avait contenu l'assaut d'une compagnie entière. 120 soldats. Smirnov regardait cette arme, et le sentiment de haine envers l'ennemi se mêlait à un respect glacial et professionnel. Et à la peur. Et si chacun d'entre eux possédait une telle arme, comment se battre alors? De telles histoires se multipliaient. Elles se muaient en rumeurs et en légendes. Sur le front, les soldats chuchotaient à propos de la nouvelle arme miracle des Fritz, d'une carabine automatique qui tirait en rafale à un demi-kilomètre. On disait que ces balles traversaient le parapet des tranchées, qu'un seul de ces tireurs pouvait arrêter un char. C'était un mensonge, bien sûr. Mais ce mensonge était né de la vérité de l'impuissance et de l'horreur ressentie par un soldat pris sous un feu d'une puissance inouïe. L'ordre fut donné au renseignement, obtenir un exemplaire, à n'importe quel prix. La nouvelle arme automatique devint une cible prioritaire. Les snipers la traquaient, les meilleurs éclaireurs partaient en raid nocturne pour la capturer. Le commandement voulait savoir à quoi il avait affaire. Ce n'était pas juste une arme. Aux yeux des soldats soviétiques, elle se transformait en quelque chose de plus, en un symbole de la puissance ennemie, en un mal presque personnifié. Ils ne connaissaient pas encore son vrai nom. Ils ne savaient pas que ses créateurs avaient trompé leur propre fureur. Ils ne savaient qu'une seule chose. Là où ce son sourd et saccadé commençait à se faire entendre, la terre devenait un enfer. Un sniper allemand, capturé plus tard, dira lors de son interrogatoire « J'étais seul dans mon abri. Mais tant que j'avais des munitions pour mon MP-44, je sentais que c'était mon Stalingrad personnel et qu'il ne passerait pas. » Ils se trompaient, ils sont passés. Mais le prix de cette percée, payé sous le feu de la nouvelle arme, fut terrible. Ce n'était pas de la magie noire, c'était simplement du génie mécanique. Mais pour ceux qui gisaient sous les balles, cela ne faisait aucune différence. Été 1944. Quartier général du Führer, la tanière du loup. L'air du bunker était vicié, lourd de tension et du pressentiment d'une catastrophe. Le front de l'Est se fissurait de toutes parts. Les Alliés avaient débarqué en Normandie. L'étau se resserrait autour du Reich. Lors de la réunion quotidienne, l'un des généraux, prenant son courage à 2 mains, se mit à parler d'une nouvelle arme. Il lisait des rapports enthousiastes venus du front. Des rapports sur l'incroyable efficacité du pistolet mitrailleur MP-43, sur la façon dont des poignées de soldats qui en étaient armés contenaient des bataillons entiers, sur le fait que les soldats ne réclamaient que cette arme. Hitler écoutait et son visage s'assombrissait. Le MP-43, une modernisation du pistolet mitrailleur? Il exigea de voir cette arme. Quand on apporta le fusil automatique dans la salle, il comprit tout de suite. Ce n'était pas un pistolet mitrailleur. C'était ce fameux fusil. Ce concept hérétique qu'il avait personnellement interdit 1 an plus tôt. On l'avait trompé. Ses propres généraux. Sa direction de l'armement. Ils avaient désobéi à son ordre direct. La fureur déforma ses traits. Il bondit, déversant sur l'Assemblée un torrent d'accusations. Trahison, sabotage, perfidie. Il hurlait qu'on ne lui rapportait rien, qu'on le menait en bateau. Dans le silence glacial du bunker, sa voix sonnait comme un verdict. On aurait dit que des têtes allaient tomber. Mais il se produisit alors quelque chose d'étrange. Le général, sans perdre son sang-froid, poursuivit son rapport. Il ne se justifiait pas. Il parlait avec des faits. Il montrait des dépêches dans lesquelles les officiers du front suppliaient qu'on leur envoie plus de ces merveilleux fusils automatiques. Il citait les témoignages de prisonniers qui avouaient craindre cette arme plus que les mitrailleuses. Il étala sur la table des calculs prouvant que le MP-43 était non seulement plus efficace, mais aussi moins cher à produire que l'ancienne carabine. Hitler se tut. Il prit l'arme en main.
la fit tourner. Sentit son poids, sa puissance brute et utilitaire. Il était un dictateur. Il était paranoïaque, mais il n'était pas stupide. Il savait reconnaître la force. Et à cet instant, sa fureur, tel un éclair de magnésium, se mua en son contraire. L'enthousiasme. Il ne voyait pas une tromperie, il voyait un résultat, époustouflant, brillant. Cette arme fonctionnait, elle était victorieuse. Elle semait la terreur dans les rangs ennemis. Tous ces dogmes sur la précision du soldat volaient en éclats face à cette vérité brute et estampillée. « Génial !» s'exclama-t-il, et sa voix, qui tonnait de colère un instant plus tôt, vibrait maintenant d'excitation. Pourquoi ne m'a-t-on pas parlé plus tôt de cette arme merveilleuse? Les conspirateurs, debout devant lui, blêmes comme la mort, poussèrent un soupir de soulagement mental. Ils n'étaient pas seulement pardonnés, ils devenaient des héros. Hitler comprit immédiatement le potentiel propagandiste de l'instant. Le nom MP-43 était trop sec, trop technique. Cette arme, une arme de rupture, avait besoin d'un nom qui sonnerait comme un cri de guerre, un nom qui deviendrait lui-même une arme. Il ne réfléchit qu'une seconde. Nous l'appellerons le Sturmgewehr, le fusil d'assaut. Ce nom contenait tout, l'agression, l'assaut, l'idéologie des troupes de choc qui devaient écraser l'ennemi. Ce n'était pas juste un nom. C'était une nouvelle doctrine tactique née sur le champ. L'ordre suivit immédiatement. Produire. Le plus vite possible. Avec toutes les forces disponibles, en priorité pour les meilleures unités, les plus éprouvées. Pour la Waffen-SS, pour les Panzergrenadiers, pour ceux qui deviendraient le fer de lance de son dernier coup désespéré. Le triomphe des créateurs du Sturmgewehr était total. Ils avaient tout risqué, et ils avaient gagné. Les barrières bureaucratiques s'étaient effondrées. Le projet reçut la plus haute priorité. Mais dans un coin de la salle se tenait un général qui ne partageait pas l'allégresse générale. Il regardait la carte, sur laquelle les flèches rouges avançaient inexorablement vers les frontières de l'Allemagne. Et il pensait, trop tard. 1 an. Une année entière avait été perdue à cause de l'obstination d'un seul homme. Une année durant laquelle on aurait pu produire des centaines de milliers de ces fusils, réentraîner l'armée, constituer des stocks de munitions. Désormais, même si les usines accomplissaient un miracle et produisaient 1 million de Sturmgewehr, à quoi bon? Où trouver les munitions pour eux, alors que les bombardiers alliés rayaient de la carte les centres industriels? Comment les acheminer au front, alors que chaque pont, chaque nœud ferroviaire était dans leur viseur? L'enthousiasme du Führer était grand, mais il ne pouvait plus changer la réalité. L'arme miracle avait reçu le feu vert. Mais elle entrait dans une guerre qui était déjà pratiquement perdue. Décembre 1944. La forêt des Ardennes. Les arbres centenaires, couverts d'une épaisse couche de neige, furent les témoins de la dernière grande aventure d'Hitler à l'Ouest. Tels des fantômes d'un passé glorieux, les colonnes de blindés allemands se frayaient un chemin à travers la faible défense américaine. Et parmi ces fantômes marchait une nouvelle génération de soldats, des panzergrenadiers armés de Sturmgewehrs. Pour les GI américains, surpris dans cet enfer enneigé, ce n'était pas une simple confrontation avec l'ennemi. C'était une confrontation avec une nouvelle réalité du combat. Le sergent Bill Preston menait sa section le long d'une clairière gelée. Seul le crissement de la neige sous leurs pieds brisait le silence. Et soudain, la forêt prit vie. Ce n'était pas le crépitement familier des tirs isolés de Mauser, ni la trille hystérique des pistolets mitrailleurs. C'était un son nouveau, régulier, mortel, semblable au vrombissement d'un mécanisme en marche. Il venait de partout, de derrière chaque arbre, de derrière chaque congère. Les hommes de Preston tombaient avant même d'avoir pu comprendre d'où venaient les tirs. Leur fusil M1 Garand, une arme excellente en terrain découvert, était ici, dans la forêt, maladroit et lent. 8 tirs et un rechargement pénible du clip, accompagnés d'un tintement traître qui criait à l'ennemi « Je suis vide ». Les carabines M1 américaines étaient plus légères, mais leur balle faible perdait toute son énergie en heurtant les troncs d'arbres gelés. Les pistolets mitrailleurs Thompson étaient efficaces, mais seulement à portée de grenade. Et les Allemands les abattaient à 200, 300 mètres, à une distance où les Américains ne pouvaient pas riposter efficacement. Ils étaient pris au piège. Dans une zone de la mort,
créé par une arme pour laquelle cette forêt était le champ de bataille idéal. Bill Preston était allongé derrière un arbre abattu, se pressant contre la neige. Il entendait ce son, et il savait qu'ils allaient maintenant être tués méthodiquement. Parmi ses soldats, l'arme avait déjà reçu un surnom, la tronçonneuse d'Hitler, et ce son inspirait une terreur primitive. De l'autre côté de la clairière se trouvait un panzergrenadier allemand. Il avait 19 ans. Dans ses mains, il tenait un Sturmgewehr E-44. Il ne voyait pas de cible précise. Il voyait les éclats des tirs, les ombres s'agitant dans la panique. Et il se contentait de tirer par rafales courtes et précises. Il se sentait le maître de cette forêt. Les Américains lui semblaient impuissants, de bons soldats, courageux, mais leurs armes avaient été conçues pour une autre guerre. Dans cette forêt, où chaque tronc était un abri et chaque clairière une ligne de feu, c'était lui qui dictait les règles. Chaque homme de son escouade était un mitrailleur. Leurs tirs s'entrelaçaient en un réseau unique et impénétrable. Un jour, un groupe de 12 de ces grenadiers tendit une embuscade à toute une compagnie américaine. Ils prirent position sur le flanc d'une colline et, laissant l'ennemi s'approcher, ouvrirent le feu simultanément. Ils changeaient constamment de position, tirant depuis différents points. Les Américains crurent être attaqués par un bataillon. Le feu nourri, venant de toutes parts, les démoralisa. Ils n'engagèrent pas le combat. Ils s'enfuirent, laissant derrière eux, sur la neige teinte de pourpre, des dizaines de leurs camarades. L'opération des Ardennes était condamnée dès le début. Les Allemands n'avaient pas assez de carburant pour atteindre leur objectif. Pas de soutien aérien. Mais dans ces combats de forêt, dans ces escarmouches tactiques entre escouades et sections, le Sturmgewehr célébrait son triomphe. Il prouva sa supériorité totale et incontestable. Il devint l'arme idéale pour la guerre en forêt. C'était son heure de gloire. Un éclat bref et brillant sur fond de la flamme mourante du Troisième Reich. Les soldats qui en étaient armés se sentaient surpuissants. Ils prenaient leur revanche pour des mois de retraite et de défaite. Ils étaient redevenus des chasseurs, mais la neige des Ardennes fondait, et avec elle, les derniers espoirs de l'Allemagne. L'heure de gloire du Sturmgewehr touchait à sa fin. Devant eux, il n'y avait plus que la boue, le désespoir et l'agonie. Loin des forêts enneigées des Ardennes, dans les bureaux feutrés de Londres et de Washington, se déroulait une autre guerre. La guerre des analystes. Sur les bureaux des officiers du renseignement s'amoncelaient les trophées, d'étranges fusils automatiques allemands aux formes anguleuses. Ils étaient démontés jusqu'à la dernière vis, étudiés au microscope, testés sur les polygones de tir. À côté, des piles de rapports, de procès-verbaux d'interrogatoires de prisonniers et de messages radio interceptés. De ce chaos d'informations naissait une vérité froide et peu réconfortante. Un analyste du renseignement américain était penché sur un énième rapport. Il n'entendait pas le sifflement des balles, il ne sentait pas l'odeur de la poudre. Ses armes étaient les chiffres, les tableaux et les graphiques, et il peignait le tableau d'un échec tactique complet. Sur les diagrammes balistiques, l'écart était clairement visible. Le pistolet mitrailleur M3, le Grease Gun américain, était efficace jusqu'à 100 yards. Au-delà, sa lourde balle perdait brusquement son énergie. Le fusil M1 Garand commençait à montrer sa véritable puissance après 400 yards. Et entre 100 et 400 yards, la distance à laquelle se décidait le sort de la plupart des fusillades, se trouvait un abîme. Et c'est précisément cet abîme que comblait le MP-44 allemand, ou Sturmgewehr, comme on l'appelait désormais. Sa cartouche Kurz était le compromis idéal. Elle créait ce que l'analyste, dans un langage technique et sec, nommait une zone de supériorité de feu total. Dans le rapport qu'il préparait pour le haut commandement, il n'y avait aucune émotion, seulement des faits. L'arme ennemie, identifiée comme MP-44, représente une menace sérieuse. Elle combine la cadence de tir d'un pistolet mitrailleur avec une portée et une précision approchant celle d'un fusil. Un soldat armé du MP-44 dispose d'une supériorité de feu évidente sur un soldat équipé du M1 Garand en combat rapproché et sur un soldat avec une carabine M1 ou un pistolet mitrailleur Thompson à moyenne distance. Les phrases étaient mesurées et sans vie, mais derrière chacune d'elles, il y avait des vies.
Une supériorité de feu évidente signifiait qu'un soldat américain face à un grenadier allemand armé d'un Sturmgewehr était d'emblée en position d'infériorité. La conclusion du rapport était directe et sévère. Il est recommandé d'éviter les affrontements directs avec les groupes ennemis armés de ce modèle à des distances de 100 à 400 yards. Il est nécessaire de modifier la tactique, d'utiliser l'avantage en artillerie et en blindés pour neutraliser de telles unités avant d'engager le combat d'infanterie. C'était un aveu, silencieux, bureaucratique, mais non moins lourd de sens. Le renseignement ennemi reconnaissait officiellement que les Allemands avaient créé quelque chose contre quoi les Alliés n'avaient pas de réponse adéquate. Ils avaient réalisé un saut technologique qui remettait en question toute la doctrine du combat d'infanterie. Le capitaine britannique Lionel West, survivant miraculé de l'enfer de l'opération Market Garden près d'Arnhem, lisait un rapport similaire. Pour lui, ce n'était pas que des chiffres. Il se souvenait. Il se souvenait de ce feu incroyablement dense et meurtrier qui avait cloué ses hommes au sol dans les ruines des villes hollandaises. Ces soldats mouraient sans comprendre comment c'était possible. Ils pensaient être tombés dans une embuscade tendue par des dizaines de mitrailleurs. Les analystes dans le rapport confirmèrent ses pires craintes. Ce mur de feu n'était pas créé par des mitrailleuses. Il était créé par les fusils individuels des soldats. Chacun d'eux était une position de tir. Dans les rapports, c'étaient des chiffres secs. Près d'Arnhem, c'était l'enfer. Le renseignement soviétique parvint aux mêmes conclusions. Les Sturmgewehr, capturés, furent méticuleusement étudiés à la direction principale de l'artillerie. Les spécialistes évaluèrent instantanément le caractère révolutionnaire du concept. Dans leur rapport, ils le qualifiaient de arme d'un nouveau type. Une arme qui résolvait le même problème sur lequel planchaient également les ingénieurs soviétiques. Comment donner à un fantassin la puissance d'une mitrailleuse dans le format d'un fusil? Les Allemands l'avaient résolu en premier. Et c'était un aveu amer, mais honnête. L'ennemi reconnaissait sa défaite dans cette course technologique spécifique. Il reconnaissait le génie des armuriers allemands. Mais cette reconnaissance ne changeait plus rien. Des armadas de bombardiers alliés volaient vers les villes allemandes. Des millions de soldats soviétiques se préparaient pour l'assaut final. Le Sturmgewehr avait gagné la bataille tactique sur les planches à dessin et les polygones de tir. Il avait gagné le respect froid des analystes ennemis. Mais il avait perdu la guerre principale, la guerre des ressources, du temps et de la stratégie. Sa reconnaissance devint son épitaphe. Automne 43. Le front de l'Est s'était de nouveau transformé en un océan de boue sans fond. Une pluie froide et épuisante mélangeait la terre russe au sang, transformant les champs de bataille en un bourbier collant et aspirant. Dans cette boue, ce n'était pas seulement l'espoir d'une victoire rapide qui mourait. C'était la foi en la perfection de la technologie allemande. Paul Weber, un grenadier, avait reçu son nouveau fusil d'assaut MP-43 une semaine auparavant. Lors des exercices à l'arrière, dans la propreté et la sécheresse, l'arme fonctionnait comme une horloge suisse. Il admirait sa puissance, sa cadence de tir. Comme tout le monde, il avait cru à la légende de l'arme miracle. La réalité fut tout autre. La réalité avait une odeur de feuilles mortes et de mort. Lors d'une contre-attaque, sa section courut à travers un champ détrempé. Paul glissa et tomba, plongeant son fusil dans la boue liquide. Il l'essuya rapidement avec sa manche, jura et continua de courir. Quand ils firent irruption dans la première ligne de tranchées soviétiques, il épaula son arme pour tirer une rafale sur les silhouettes qui s'agitaient. Un clic. Il appuya de nouveau sur la détente. Encore ce clic sec, sans vie. Enrayé. Un amas de cette maudite terre russe, entré dans le groupe de culasses, avait paralysé le mécanisme complexe. Tandis qu'il tentait frénétiquement de réarmer, son ami Franz passa en courant à côté de lui. Il avait le même problème. Paul vit Franz, désespéré, hurler de rage et d'impuissance. Il frappait la culasse de son fusil flambant neuf avec la crosse, essayant de le faire fonctionner. La seconde suivante, un soldat soviétique surgit d'un tournant de la tranchée. Un coup de baïonnette sec et Franz s'effondra dans la boue, le visage contre terre. Paul eut plus de chance. Il eut le temps de dégainer son pistolet. Ce jour-là, il survécut. Mais quelque chose en lui s'était brisé.
Le soir, assis dans un abri humide, il nettoyait son fusil. Et il le haïssait. Il le haïssait aussi fort que l'ennemi. On leur avait promis une arme de la victoire, et elle l'avait trahi au moment le plus décisif. Elle avait tué son ami. Cette ferraille emboutie, si efficace sur le papier, s'était révélée fragile et capricieuse en combat réel. La tragédie de Paul n'était pas un cas isolé. De tout le front de l'Est affluaient des rapports alarmants. Le mécanisme d'emprunt de gaz, si simple et fiable en théorie, était sensible à l'encrassement. La culasse à verrouillage par basculement exigeait de la propreté et une bonne lubrification, un luxe inaccessible dans la vie des tranchées. Mais le principal talon d'Achille était le chargeur. Fabriqué en tôle d'acier fine pour réduire les coûts de production, il était d'une fragilité impardonnable. La moindre bosse sur son boîtier, suite à une chute ou un choc, provoquait un mauvais alignement des cartouches et des problèmes d'alimentation. Le ressort était faible et les soldats expérimentés comprirent vite. Il ne fallait pas remplir le chargeur complètement. 25 cartouches au lieu de 30. C'était le maximum avec lequel on pouvait encore espérer un fonctionnement sans faille. 5 cartouches, le prix de la fiabilité. Les ingénieurs à l'arrière, dans leur bureau d'études immaculé, connaissaient ces problèmes. Ils savaient que l'arme n'était pas au point, qu'elle nécessitait des améliorations, des essais, des modifications de conception. Mais ils n'avaient pas le temps. Le front exigeait des fusils. Maintenant, n'importe lesquels. Pourvu qu'ils tirent. Et les usines produisaient en masse, sacrifiant la qualité à la quantité. Le Sturmgewehr était un concept de génie, né dans la précipitation. C'était comme une voiture de course qu'on aurait forcé à rouler en tout terrain. Sa mécanique de précision ne supportait pas la confrontation avec la réalité brutale de la guerre. Chaque culasse enrayée, chaque cartouche mal engagée était une petite tragédie. Et des milliers de ces petites tragédies composaient une grande défaite. Les soldats perdirent la foi. On leur avait mis entre les mains un violon de Stradivarius, mais il s'avérait qu'il se désaccordait à l'humidité et se brisait au moindre choc. Et dans le fracas du combat, ce dont ils avaient le plus souvent besoin n'était pas un violon, mais un simple et solide gourdin. Comme le vieux et fidèle fusil Mauser qui tirait toujours. Dans la boue, dans la neige, dans le feu. La tragédie dans la boue fut celle des attentes déçues. Le arme miracle n'était finalement qu'un mécanisme, complexe, capricieux, mortel, mais vulnérable, comme les hommes qui le tenaient entre leurs mains. Ainsi s'est terminée l'histoire du Sturmgewehr, une arme née d'une supercherie et morte dans l'agonie du Troisième Reich. Mais sa mort physique ne fut que le début de l'immortalité de son idée, le triomphe paradoxal du vaincu, dont le génie conceptuel a défini le visage de la guerre pour les décennies à venir. Qu'est-ce qui, au final, est le plus important, l'armée qui a gagné la guerre ou l'idée qui la changera à jamais? Et une création de génie, conçue au service du mal, peut-elle en fin de compte apporter autre chose que la destruction? Il n'y a pas de réponse simple à ces questions. Mais c'est précisément dans leur discussion que naît la compréhension. Partagez vos réflexions dans les commentaires, ce sera la meilleure récompense pour notre travail. Et si cette histoire vous a fait réfléchir, votre like et votre abonnement à la chaîne seront pour nous le signal que nous allons dans la bonne direction.